Cette idiote ne sert à rien. Ces mots sont sortis de la bouche de mon propre fils lorsque je suis revenu dans le sud de la France, après 10 ans d'absence. 10 ans, une décennie entière, sans fouler la terre de Provence, où j'avais grandi, sans sentir l'odeur de la lavande dans les champs, sans entendre le chant des cigales en été. Mais ce que j'ai découvert ce samedi d'octobre n'était pas la maison familiale que j'avais laissée. C'était quelque chose que même dans mes pires cauchemars, je n'aurais jamais imaginé. Je m'appelle Geneviève Moreau. J'ai 65 ans. Et cette histoire que je vais vous raconter a changé tout ce que je croyais savoir sur mon fils, sur le pardon et sur jusqu'où peut aller la cruauté quand elle se déguise en normalité. Quand l'avion a atterri à l'aéroport de Marseille-Provence, j'ai senti un nœud dans l'estomac que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je n'avais avec moi qu'une petite valise et une vieille photographie que je gardais dans mon sac depuis des décennies. Sur cette photo, mon fils Thomas apparaît avec à peine 5 ans, souriant avec ses petites dents, tenant un chaton que nous lui avions offert pour son anniversaire. Cet enfant aux yeux brillants et au rire facile était mon fils. Du moins, il l'était. Le taxi que j'ai pris depuis l'aéroport a mis presque 2 heures pour arriver jusqu'au mas familial près d'Aix en Provence. 2 heures de route sinueuse, de paysages que je reconnaissais, mais qui me semblaient en même temps étrangers, comme si le temps n'avait passé que pour moi et non pour cet endroit. Quand je suis arrivé, le portail en fer forgé était rouillé. La peinture ocre de la maison principale s'écaillait par plaques. Le jardin que ma mère entretenait avec tant d'amour était envahi de mauvaises herbes. Tout semblait abandonné. J'ai sonné à l'interphone. Personne n'a répondu. J'ai sonné à nouveau. Silence. Puis j'ai entendu un cri. Un cri d'homme qui venait de l'arrière de la propriété, là où nous avions autrefois l'ancien poulailler et les écuries. Mon cœur a commencé à battre plus fort. J'ai marché en contournant la maison, tirant ma valise sur le chemin de terre. Mes chaussures se sont couvertes de poussière. Le soleil de midi me brûlait la nuque. « Et puis je l'ai vu, Thomas ». Mon fils se tenait debout devant le vieux poulailler, les bras croisés, criant sur quelqu'un qui était à l'intérieur. Il portait des vêtements chers, une montre qui brillait sous le soleil, des chaussures en cuir impeccables. « Je t'ai déjà dit de nettoyer tout ça avant la nuit », criait-il d'une voix pleine de mépris que je ne lui avais jamais entendue. « Si tu ne finis pas, tu restes ici toute la nuit. Tu m'as entendu ?» Il n'y a pas eu de réponse de l'intérieur du poulailler. « Je te parle », a-t-il crié à nouveau, donnant un coup de pied violent dans la porte en bois. Je me suis approché lentement, sans qu'il me voie, et alors j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Une voix de femme, faible, brisée. « Oui, oui Thomas, je termine bientôt. » Thomas a laissé échapper un rire amer. « Cette idiote ne sert à rien », a-t-il dit à voix haute, comme s'il se parlait à lui-même. 9 ans marié avec elle, et chaque jour elle devient plus inutile. 9 ans. 9 ans marié. Cela signifiait qu'il s'était marié juste 1 an avant que je ne parte de France. J'ai senti mes jambes trembler. « Thomas », ai-je dit d'une voix ferme, même si à l'intérieur j'étais dévasté. Mon fils s'est retourné brusquement. Ses yeux se sont écarquillés. Pendant 1 seconde, j'ai vu quelque chose comme de la peur traverser son visage, mais il l'a rapidement dissimulé avec un sourire forcé. « Maman ?» a-t-il dit en s'approchant de moi les bras ouverts. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je ne lui ai pas rendu son étreinte. « Qui est là, dedans ?» ai-je demandé en montrant le poulailler. Thomas a baissé les bras. Son sourire s'est évanoui. « Personne d'important », a-t-il répondu froidement. « C'est juste Céline qui nettoie. »« Céline », ai-je répété. « Ta femme. » Il a hoché la tête comme si c'était la chose la plus normale du monde. « Pourquoi est-elle enfermée dans un poulailler ?» ai-je demandé en sentant la colère monter dans ma gorge. « Elle n'est pas enfermée, maman. Elle travaille. Quelqu'un doit faire les choses dans cette maison. » Je me suis dirigé vers la porte du poulailler. Thomas a essayé de m'arrêter, mais je l'ai écarté avec le bras. « Maman, attends, elle est. » J'ai ouvert la porte, et ce que j'ai vu m'a brisé l'âme en 1000 morceaux. Céline était assise par terre sur le sol en terre, entourée de plumes, d'excréments de poules et de restes de nourriture pourrie. Elle portait de vieux vêtements déchirés, tachés de saleté. Ses longs cheveux châtains étaient emmêlés, pleins de paille. Elle avait les mains sales, les ongles cassés, et dans ses mains, elle tenait une poignée de grains de maïs sec. Elle les portait à sa bouche. Elle mangeait du maïs cru comme si c'était sa seule option. Quand elle m'a vue,
Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a essayé de se lever, mais elle était si faible qu'elle a trébuché. « Madame Geneviève » a-t-elle murmuré d'une voix brisée. « Je ne savais pas que vous veniez. » Je me suis agenouillée devant elle. Mes genoux ont touché la terre sale. Peu m'importait. « Qu'est-ce qu'il t'a fait ?» lui ai-je demandé à voix basse, prenant ses mains dans les miennes. Elle a secoué la tête, les larmes coulant sur ses joues sales. « Rien, madame. Je nettoyais juste comme toujours. Combien de temps es-tu là dedans ?» Elle n'a pas répondu, elle a seulement baissé les yeux. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Thomas. « Maman, ce n'est pas ce que tu penses. Elle exagère tout. Elle est dramatique. Elle a toujours été comme ça. » Je me suis levée et me suis retournée vers lui. Je l'ai regardé droit dans les yeux et à ce moment-là, j'ai vu un étranger. Je n'ai pas vu l'enfant de la photographie. Je n'ai pas vu le fils que j'avais élevé. J'ai vu un homme qui avait perdu toute humanité. « Viens, Céline », ai-je dit fermement en tendant ma main vers elle. « Nous partons d'ici. » Céline m'a regardé avec peur. Elle a regardé Thomas, puis m'a regardé à nouveau. « Madame, je ne peux pas. Il va. »« Nous partons », ai-je répété. J'ai pris sa main. Elle tremblait. Thomas a fait un pas vers nous. « Maman, tu ne peux pas l'emmener. C'est ma femme. C'est ma maison. » Je l'ai regardé avec un calme que je ne ressentais pas. « Cette maison est aussi la mienne, Thomas. Et cette femme vient avec moi. » Nous sommes sortis du poulailler. Céline marchait à mes côtés en boitant un peu. J'ai remarqué qu'elle avait des bleus sur les bras. Thomas nous a suivis en criant « Tu ne peux pas faire ça, tu vas tout ruiner. Elle est à moi. C'est ma responsabilité. » Je ne lui ai pas répondu. Nous sommes montés dans la maison. J'ai cherché les clés de la vieille Renault qui était garée dans le garage. Dieu merci. Elle a démarré. Céline s'est assise sur le siège passager, tremblant toujours, pleurant toujours en silence. J'ai démarré le moteur. Thomas a frappé la fenêtre. « Maman, ne fais pas ça, tu vas le regretter. » Je l'ai regardé une dernière fois à travers la vitre. « Non, mon fils, » ai-je murmuré. « Celui qui va le regretter, c'est toi. » Et nous sommes partis de là. Pendant le trajet vers le village, Céline n'a pas parlé. Elle pleurait seulement. Moi non plus, je n'ai pas parlé. Je ne savais pas quoi dire. Mais dans mon esprit, je traçais déjà un plan. Un plan qui, 2 heures plus tard, laisserait mon fils paralysé de terreur. Parce que ce que j'ai fait cette nuit-là n'était pas de la vengeance, c'était de la justice. Parfois, nous faisons trop confiance à ceux que nous ne devrions pas. Toi aussi, tu as été déçu par quelqu'un que tu aimais? Raconte-moi ton histoire dans les commentaires. Je veux te lire. J'ai conduit pendant 20 minutes jusqu'au centre du village. Mes mains tremblaient sur le volant. Céline était toujours silencieuse, regardant par la fenêtre, comme si elle ne pouvait pas croire qu'elle était sortie de ce poulailler. Quand nous sommes passés devant l'église du village, je l'ai vue se signer lentement. « As-tu faim ?» lui ai-je demandé doucement. Elle a hoché la tête sans me regarder. Je me suis garé devant un petit restaurant que je reconnaissais des années auparavant. Madame Dupont, la propriétaire, servait toujours derrière le comptoir. Quand elle nous a vus entrer, ses yeux se sont écarquillés en me reconnaissant. « Geneviève, c'est toi, a-t-elle » elle demandait avec surprise. « Oui, Colette, c'est moi. »« Mon Dieu, ma chère, combien d'années sans te voir. Et cette jeune femme ?» J'ai regardé Céline, qui gardait la tête baissée, honteuse de son apparence. « C'est ma belle-fille, » ai-je dit simplement. « Elle a besoin de manger quelque chose de chaud. » Colette n'a posé aucune autre question. Elle nous a préparé une soupe à l'oignon, du poulet rôti avec des haricots verts et du pain frais. Elle a également apporté un grand verre d'eau fraîche citronnée. Céline a mangé lentement au début, comme si elle avait peur qu'on lui enlève son assiette. Puis, elle a commencé à manger plus vite, les mains tremblantes. J'ai vu les larmes tomber sur sa nourriture, mais elle n'a pas arrêté de manger. « Doucement, ma petite », lui ai-je dit en posant ma main sur la sienne. « Mange tout ce que tu veux, personne ne va te presser. » Elle m'a regardé avec ses yeux pleins de tristesse et de gratitude. « Merci, Madame Geneviève », a-t-elle murmuré. Ça fait longtemps que je n'avais pas mangé quelque chose comme ça. J'ai senti mon cœur se briser à nouveau. « Combien de temps ?» Elle a baissé les yeux. « Je ne sais pas. Peu. Être 2 semaines. Thomas dit que je dois gagner ma nourriture, que si je ne travaille pas bien, je ne mérite pas de manger à table. » J'ai fermé les yeux et respiré profondément. J'avais besoin de garder mon calme. « Et ta famille ?» ai-je demandé.
Ils savent comment ils te traitent? Céline a secoué la tête. Ils vivent à Lyon. Ça fait des années que je ne leur parle pas. Thomas. Il ne me laisse pas utiliser le téléphone. Il dit que ma famille me remplit la tête d'idées stupides. Quand as-tu parlé avec eux pour la dernière fois? Il y a environ 7 ans, a-t-elle répondu d'une voix brisée. Ma mère a appelé pour mon anniversaire. Thomas a répondu et lui a dit que je ne voulais pas lui parler, que j'étais occupée. Ensuite, il a cassé mon portable. Il a dit que je n'en avais pas besoin, qu'il était ma seule famille. 7 ans. 7 ans sans parler à sa mère. Pendant que Céline finissait de manger, j'ai sorti mon téléphone portable. Je devais agir vite. Je ne pouvais pas perdre de temps. D'abord, j'ai appelé l'hôpital le plus proche. Bonjour, je m'appelle Geneviève Moreau. J'ai besoin d'amener une personne en urgence pour un examen médical complet. Je suspecte une dénutrition et d'éventuelles lésions dues à des mauvais traitements. La réceptionniste m'a donné des instructions immédiatement. Ensuite, j'ai composé un autre numéro. Un numéro que j'avais gardé depuis des années, quand un avocat connu m'avait aidé avec des papiers du MAS. « Maître Rousseau », ai-je dit quand il a répondu. « C'est Geneviève Moreau. J'ai besoin de votre aide. C'est urgent. » « Madame Moreau, que se passe-t-il » Je lui ai tout expliqué à voix basse pour que Céline n'entende pas. Le poulailler, les vêtements déchirés, le maïs cru, les bleus, l'isolement. Il y a eu un silence de l'autre côté de la ligne. « Madame Moreau, a-t-il dit finalement d'une voix sérieuse, ce que vous me décrivez sont des délits graves. Nous parlons de violence conjugale, de séquestration, de mauvais traitements. Êtes-vous sûr de vouloir poursuivre légalement contre votre propre fils » J'ai regardé Céline. Elle essuyait son assiette avec un morceau de pain, profitant de chaque dernière goutte de sauce. « Absolument sûr, ai-je répondu. Que dois-je faire? D'abord, emmenez-la à l'hôpital. Qu'il y ait un dossier médical de tout. Photographie des lésions, analyse de sang, évaluation psychologique si possible. Je m'occupe de préparer une plainte formelle. Je vais avoir besoin de votre déclaration et de la sienne. Et si elle a peur de déclarer? C'est pourquoi nous allons faire cela bien, calmement, avec respect. Mais Madame Moreau, si ce que vous me dites est vrai, votre fils peut faire face à plusieurs années de prison. Je sais, ai-je dit, et c'est exactement ce qu'il mérite. J'ai raccroché le téléphone. Céline me regardait avec les yeux grands ouverts. Madame Geneviève, qu'allez-vous faire? Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, ai-je répondu. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Non, s'il vous plaît, a-t-elle dit paniquée. Si Thomas l'apprend, il va. Thomas ne va plus rien te faire, jamais, ai-je interrompu fermement. Je te le promets. À l'hôpital, le médecin qui l'a examiné était un homme âgé, au regard bienveillant mais professionnel. Quand il a terminé l'examen, il m'a appelé à part. Madame Moreau, cette jeune femme a de multiples hématomes à différents stades de guérison. Cela signifie que les coups ont été constants pendant des mois, peut être des années. Elle présente des signes de dénutrition sévère, de déshydratation, et il s'est arrêté. Il semblait avoir du mal à dire ce qui suivait. Elle a des fractures anciennes à 2 côtes qui n'ont jamais été traitées correctement, et des cicatrices dans le dos qui semblent provenir d'objets contondants. Is 9? J'ai senti la pièce tourner. Combien de temps pensez-vous qu'elle a souffert de cela? Le médecin a secoué la tête. Difficile de le savoir avec exactitude, mais d'après l'état des cicatrices et des fractures, je dirais au moins 4 ou 5 ans. 4 ou 5 ans, pendant que j'étais loin, vivant ma vie au Canada, essayant d'oublier le conflit avec mon fils, Céline était torturée dans ma propre maison. Le médecin a continué. Je vais faire un rapport médical complet avec des photographies et des analyses. C'est une preuve légale. Avez-vous l'intention de porter plainte? Je suis déjà en train de le faire, ai-je répondu. Cette nuit-là, après que Céline soit restée hospitalisée pour observation et réhydratation, je me suis réunie avec Maître Rousseau dans son cabinet. Je lui ai remis toutes les informations. Le rapport médical, les photographies que j'avais moi-même prises du poulailler, mon témoignage écrit de ce que j'avais vu. Avec cela, c'est suffisant pour ouvrir une enquête, a dit l'avocat. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose, Madame Moreau. Quand je présenterai cette plainte au commissariat, il n'y aura pas de retour en arrière. Ils vont arrêter votre fils. Je comprends parfaitement, ai-je dit sans hésiter. Vous êtes sûr?
J'ai sorti de mon sac la vieille photographie, celle de l'enfant de 5 ans tenant le chaton. Je l'ai posée sur le bureau. C'était mon fils, ai-je dit. Un enfant doux, affectueux, plein de lumière. Je ne sais pas à quel moment il s'est transformé en monstre que j'ai vu aujourd'hui. Peut-être était-ce ma faute pour être parti. Peut-être était-ce des choses que je ne saurais jamais. Mais cet homme que j'ai trouvé aujourd'hui en train de frapper et d'humilier sa femme, ce n'est pas mon fils. Et je ne vais pas le protéger. Maître Rousseau a hoché la tête avec respect. Nous allons procéder alors. Il était 9 heures du soir quand Maître Rousseau et moi nous sommes présentés au commissariat. Nous avions tout le dossier complet. Rapport médical, photographie, témoignages, preuves. L'officier de police qui nous a reçus a tout examiné attentivement. Son visage est devenu de plus en plus sérieux à chaque page qu'il lisait. « C'est très grave », a-t-il dit finalement. « Nous allons émettre un mandat d'arrêt immédiat. Vous avez l'adresse actuelle de l'agresseur ?» Je lui ai donné l'adresse du MAS. Il y vit. C'est mon fils. L'officier m'a regardé avec compréhension. Je comprends que cela doit être très difficile pour vous, madame. Ce qui était difficile, c'était de voir cette jeune femme manger du maïs cru dans un poulailler, ai-je répondu. Ceci est ce qui est juste. À 11 heures du soir, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu. Maman. C'était la voix de Thomas, mais elle ne sonnait plus arrogante ni froide. Elle sonnait terrifiée. Qu'est-ce que tu as fait? La police est ici. Ils disent qu'ils ont un mandat d'arrêt. C'est une erreur. Ce n'est pas une erreur, Thomas, ai-je dit calmement. C'est la justice. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton fils. C'est précisément pour cela que je le fais, ai-je répondu. Parce que j'ai encore l'espoir qu'un jour, tu comprendras ce que tu as fait. Et peut-être, juste peut-être, tu redeviendras l'homme que tu aurais pu être. Maman, s'il te plaît, ne les laisse pas m'emmener. Je t'en supplie. J'ai fermé les yeux. Les larmes ont commencé à couler. Je suis désolée, mon fils, mais je ne peux pas te sauver des conséquences de tes propres actions. J'ai raccroché le téléphone et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour l'enfant qui tenait des chatons. J'ai pleuré pour la mère qui n'a pas su voir son fils se transformer en monstre. J'ai pleuré pour Céline et pour toutes les femmes qui souffrent en silence. Mais je ne me suis pas repentie, parce que parfois, l'amour véritable signifie dire « pas plus ». Pendant que je raconte tout cela, je pense à l'endroit où tu m'écoutes. Écris le nom de ta ville dans les commentaires. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée dans un petit hôtel du village, allongée sur un lit qui sentait la lavande et la solitude. Le téléphone continuait de sonner. C'était Thomas qui appelait encore et encore depuis le commissariat. Je n'ai pas répondu. Dans l'obscurité de cette chambre, les souvenirs ont commencé à arriver comme des vagues. Des souvenirs d'il y a 10 ans. Des souvenirs du jour où j'ai quitté la France et juré de ne jamais revenir. C'était en 2014. J'avais 55 ans. Mon mari, Philippe, était décédé à peine 6 mois auparavant d'une crise cardiaque foudroyante. Je n'avais pas encore fini de gérer son absence quand tout a commencé à s'effondrer. Thomas avait 28 ans à cette époque. Il venait de terminer l'université. Il avait étudié la gestion d'entreprise et était revenu au MAS avec de grandes idées et un ego encore plus grand. « Maman, ce MAS est en ruine », m'a-t-il dit un après-midi de juillet, alors qu'il examinait les livres de comptes dans le bureau de son père. « Papa l'a géré comme dans les années 50. Nous devons nous moderniser. Ton père a fait de son mieux, ai-je défendu. Grâce à lui, nous avons toujours eu de quoi manger. Nous avons toujours eu de quoi manger. Oui, mais rien de plus. Regarde cet endroit, maman. La moitié des terres ne sont pas cultivées. Les employés sont des vieux qui ne rendent plus. Il n'y a pas de technologie, pas de vision. Il y a de la dignité, ai-je dit. Il y a du respect. Ton père a toujours bien traité les gens qui travaillaient ici. Thomas a laissé échapper un rire sec. Le respect ne paye pas les dettes, maman. Ce fut le premier signe, mais j'étais tellement perdue dans mon propre deuil que je ne l'ai pas vu. Dans les semaines suivantes, Thomas a commencé à faire des changements. Il a licencié M. Dubois, le contremaître qui avait travaillé avec nous pendant 35 ans. Il a licencié les femmes qui aidaient à la cuisine. Il a embauché de nouvelles personnes, plus jeunes, à qui il pouvait payer moins. « C'est de l'efficacité, maman », disait-il. « C'est comme on fait les affaires maintenant. » J'essayais de l'arrêter, mais il avait le pouvoir légal. Philippe avait laissé le MAS au nom de nous deux. Moitié à moi, moitié à Thomas. Et à chaque décision importante, Thomas menaçait de vendre sa part si je ne le soutenais pas. « Si tu ne me fais pas confiance, je vends ma moitié
Et tu restes seule à gérer tout ça, disait-il. C'est ce que tu veux? Et je cédais encore et encore parce que c'était mon fils, parce que je venais de perdre mon mari, parce que j'étais fatiguée. Puis, en octobre de cette année-là, Thomas est arrivé un après-midi avec une jeune femme. « Maman, je te présente Céline », a-t-il dit avec un sourire que je ne lui avais pas vu depuis des mois. « C'est ma petite amie. » Céline était belle. Elle avait 25 ans, de longs cheveux châtains, des yeux expressifs, un sourire timide. Elle portait une robe simple, couleur rose pâle, et des sandales blanches. « Enchantée, Madame Geneviève », a-t-elle dit d'une voix douce en tendant sa main. « Le plaisir est pour moi, ma chère », ai-je répondu en serrant sa main. Quelque chose en elle m'a plu immédiatement. Il y avait une douceur authentique dans son regard, une innocence qui me rappelait moi-même quand j'étais jeune. Pendant le dîner, Céline m'a raconté qu'elle étudiait les soins infirmiers à Marseille, qu'elle venait d'une famille modeste de Lyon, que ses parents travaillaient dans une usine, et qu'elle était la première à aller à l'université. Thomas et moi nous sommes rencontrés dans un café, a-t-elle dit en le regardant avec des yeux amoureux. J'étudiais pour un examen, et il s'est assis à la table d'à côté. Nous avons commencé à parler et j'ai su que c'était la femme de ma vie, a interrompu Thomas en prenant sa main. J'ai souri. Je voulais le croire. Je voulais penser que mon fils avait trouvé l'amour, que cela l'adoucirait, que cela ferait de lui une meilleure personne. Quelle folle j'ai été. 3 mois plus tard, en janvier 2015, Thomas a annoncé qu'il allait se marier avec Céline. Ce sera un petit mariage, a-t-il dit. Juste la famille proche et quelques amis. Le mariage a été célébré dans la chapelle du village un samedi matin. Céline était radieuse dans une robe blanche simple. Ses parents ont voyagé depuis Lyon. C'étaient des gens travailleurs, humbles, avec des mains calleuses et de larges sourires. La mère de Céline, Madame Estelle, m'a embrassée après la cérémonie. « Merci d'accueillir ma fille dans votre famille, » a-t-elle dit avec des larmes aux yeux. Je sais que Thomas va prendre soin d'elle. On voit que c'est un bonhomme. J'ai hoché la tête en souriant, mais à l'intérieur, quelque chose me mettait mal à l'aise. J'avais remarqué comment Thomas parlait à Céline pendant les préparatifs du mariage, toujours avec ce ton de supériorité, comme si elle était une enfant qui avait besoin d'instructions constantes. Non, Céline, pas cette couleur de fleurs. Je t'ai dit que je préférais le blanc. Céline, n'invite pas trop de gens de ton côté. C'est un mariage, pas une réunion de village. Céline, quand on te posera des questions à la réception, sois brève, ne raconte pas toute ta vie. Et elle acceptait tout avec ce sourire soumis, avec cette voix qui disait « Oui, mon amour, à tout ». J'aurais dû voir les signes. J'aurais dû dire quelque chose. Mais je ne l'ai pas fait. Les premiers mois après le mariage ont été étranges. Céline et Thomas ont emménagé au Mas, dans une des chambres de l'allée. Je continuais à vivre dans la maison principale, dans ma chambre habituelle. Au début, Céline essayait d'aider à la cuisine, au jardin, partout. Elle était travailleuse, gentille, toujours avec un sourire. Mais Thomas a commencé à changer. Je le remarquais dans de petites choses, dans la façon dont il lui parlait quand il pensait que je n'étais pas prêt. « Tu as déjà nettoyé la chambre? Pourquoi as-tu mis autant de temps ?» Ce n'est pas si difficile de passer un chiffon, Céline. La nourriture est salée. Tu n'as pas goûté avant de servir? Non, tu ne vas pas rendre visite à tes parents ce week-end. Nous avons des choses à faire ici. Et Céline devenait de plus en plus petite, de plus en plus silencieuse. La lumière dans ses yeux s'éteignait. J'ai essayé de lui parler un jour pendant que nous préparions du café dans la cuisine. « Céline, ma chère, est-ce que tu vas bien ?» Elle m'a regardée surprise. « Oui, Madame Geneviève. Pourquoi demandez-vous? Je te trouve différente, plus silencieuse. C'est que je suis fatiguée, » a-t-elle dit rapidement. « Vous savez, m'adapter à la vie de femme mariée. Si jamais tu as besoin de parler. Tout va bien, madame. Vraiment. Mais tout n'allait pas bien et je le savais. Tout a explosé une nuit de juin 2015. Je suis descendue à la cuisine après 11 heures parce que je ne pouvais pas dormir. J'avais besoin d'une tisane à la camomille. Quand je suis arrivée à la cuisine, j'ai entendu des voix dans le patio arrière. C'était Thomas et Céline. Ils se disputaient. Je me suis approchée de la fenêtre et je les ai vus. Thomas tenait Céline par le bras, serrant fort. Elle essayait de se libérer. « Lâche-moi, Thomas. Tu me fais mal. Je te lâche quand tu me dis la vérité. Pourquoi as-tu appelé ta mère en cachette? Parce que c'est ma mère. J'ai le droit de lui parler. Non. Quand je te dis que non. Dans cette maison, les choses se font comme je le dis.
Je suis sortie immédiatement. Thomas, lâche-la maintenant. Mon fils s'est retourné. Il m'a regardé avec fureur. Ça ne te regarde pas, maman. Si ça me regarde quand tu fais mal à ta femme dans ma propre maison, ai-je dit d'une voix ferme en m'approchant d'eux. Thomas l'a lâché. Céline s'est frotté le bras en pleurant. Va à l'intérieur, Céline, lui ai-je dit doucement. Va dans ta chambre. Elle a obéi en courant presque vers la maison. Je suis restée seule avec Thomas. Qu'est-ce qui t'arrive? Lui ai-je demandé. C'est comme ça que tu vas traiter ta femme? Elle doit apprendre à m'obéir, a-t-il dit froidement. C'est ma femme, c'est moi qui la fais vivre, c'est moi qui décide. Elle n'est pas ta propriété, Thomas. C'est une personne. Tu ne comprends pas, maman. Tu viens d'une autre génération. Les choses ont changé. Oui, elles ont changé, ai-je dit. Elles sont censées avoir changé en mieux, non? Pas pour que les hommes traitent leurs femmes comme des esclaves. Thomas a laissé échapper un rire amer. Tu sais quel est ton problème, maman? Que tu as toujours été faible. Papa te dominait et tu l'acceptais. C'est pour ça que ce mas est comme il est. C'est pour ça que nous n'avons jamais progressé. J'ai senti comme si on m'avait giflé. Ton père ne m'a jamais maltraité, ai-je dit d'une voix tremblante. Jamais. Pas physiquement, a dit Thomas. Mais il te gardait là, bien silencieuse, obéissante, sans voix ni vote. Et regarde ce que tu as obtenu. Rien. J'ai obtenu de t'élever, ai-je dit. Bien que maintenant je me demande si je l'ai bien fait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain, j'ai demandé à Céline de m'accompagner au village. J'avais besoin de lui parler seule. Dans un petit café, devant 2 tasses de chocolat chaud, je lui ai demandé directement. « Céline, Thomas t'a-t-il frappé ?» Elle a secoué rapidement la tête. « Non, madame, jamais. Il t'a fait du mal d'une autre manière ?» Elle a baissé les yeux. « C'est qu'il a un caractère fort, mais il m'aime. Je sais qu'il m'aime. L'amour ne crie pas, ai-je dit. L'amour ne serre pas les bras jusqu'à laisser des marques. L'amour ne t'isole pas de ta famille. » Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Je ne sais pas quoi faire, Madame Geneviève. Mes parents sont tellement fiers que je me sois bien mariée. Je ne peux pas les décevoir. Ils veulent que tu sois heureuse, pas que tu souffres. Mais Thomas dit qu'il va changer, que c'est juste le stress du mas, que les choses vont s'améliorer. J'ai pris ses mains dans les miennes. Ma chère, les hommes qui disent qu'ils vont changer le font rarement. Et quand ils le font, c'est parce que l'ont décidé, pas parce que tu es resté à attendre. Je n'ai nulle part où aller. Il y a toujours un endroit où aller, ai-je dit. Toujours. Mais Céline avait peur, et je n'ai pas insisté davantage. Ce fut ma première erreur. Les semaines suivantes ont été tendues. Thomas et moi, nous parlions à peine. Céline se déplaçait dans la maison comme un fantôme, de plus en plus mince, de plus en plus éteinte. J'ai essayé de parler avec mon fils plusieurs fois encore. Toutes se sont terminées en dispute. Jusqu'à ce qu'un jour, à la mi-juillet 2015, Thomas m'ait donné un ultimatum. « Maman, soit tu me fais confiance et tu me laisses gérer ce mas comme il le faut, soit je vends ma part et tu restes seule. »« Tu ne peux pas la vendre, » ai-je dit. « C'est ton héritage. Je peux faire ce que je veux. C'est mon droit légal. » J'étais fatiguée, dévastée. Je venais de perdre mon mari à peine 1 an auparavant. Mon fils s'était transformé en étranger. Ma belle-fille souffrait, et je ne savais pas comment l'aider. Alors j'ai pris une décision. « Vends ta part si tu veux, » ai-je dit. « Moi, je m'en vais. » Thomas a semblé surpris. « Quoi ? Je m'en vais d'ici. Je quitte la France. Vous restez avec le mas. Faites-en ce que vous voulez. Oh vasto Allah. J'ai une cousine au Canada, ai-je dit. Elle m'a invité beaucoup de fois. Je pense qu'il est temps d'accepter. Et c'est ce qui s'est passé. En août 2015, j'ai fait mes 2 valises. J'ai vendu ma moitié du mas à Thomas pour un prix bas et je suis partie. Je n'ai pas dit au revoir à Céline. Je n'en ai pas eu le courage. Je lui ai seulement laissé une note sous sa porte qui disait « Si un jour tu as besoin d'aide, cherche-moi. Je serai toujours là pour toi. » Ok, mais elle ne m'a jamais cherché. Et je ne suis jamais revenue. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que 10 ans plus tard, en octobre 2024, la vie m'ait ramenée pour la trouver enfermée dans un poulailler en train de manger du maïs cru. Et j'ai compris que ma fuite n'avait pas été de la liberté. Ça avait été de la lâcheté. Je me demande encore si j'ai fait ce qu'il fallait en partant ce jour-là. Et toi, qu'aurais-tu fait à ma place? Le lendemain matin, je suis retournée à l'hôpital. Céline était réveillée, assise dans le lit,
avec une blouse propre de l'hôpital. Ils avaient lavé ses cheveux. Sans la saleté et la poussière, j'ai pu voir à quel point elle était encore jeune. 34 ans, toute une vie devant elle. Mais ses yeux semblaient être ceux de quelqu'un de beaucoup plus âgé. « Bonjour, Madame Geneviève, a-t-elle dit d'une voix faible. « Bonjour, ma chère, ai-je répondu, en m'asseyant sur la chaise à côté de son lit. « Comment te sens-tu »« Mieux, a-t-elle dit. « Les médecins disent que je dois rester quelques jours de plus pour reprendre des forces. »« C'est bien, ai-je dit, tu as besoin de te reposer. » Il y a eu un long silence. Céline regardait ses mains sur les draps blancs. « Madame Geneviève, est-ce vrai que Thomas est en prison ?» J'ai hoché la tête. « Oui. Pour combien de temps ?»« Je ne sais pas encore. Ça dépend du juge. Mais les charges sont graves, Céline. Violence conjugale, mauvais traitement, séquestration illégale. » Elle a commencé à pleurer en silence. « Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin, a-t-elle murmuré. Je voulais juste qu'il m'aime. » J'ai pris sa main. « Raconte-moi ce qui s'est passé, ai-je dit doucement. Raconte-moi comment nous en sommes arrivés là. » Et Céline a commencé à parler. « Au début, tout était beau, a-t-elle dit en essuyant ses larmes. Quand nous nous sommes mariés, Thomas était attentionné, affectueux. Il m'apportait des fleurs, il me disait que j'étais la plus belle femme du monde. Quand cela a-t-il changé? Petit à petit, a-t-elle répondu, si lentement, que je ne me suis pas rendu compte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle m'a raconté que les premiers mois après le mariage avaient été bons. Thomas était occupé avec le mas, mais il rentrait toujours à la maison avec un petit quelque chose pour elle. Un chocolat, un magazine, de petites choses. Mais après votre départ, tout a changé. Que s'est-il passé? Thomas s'est beaucoup fâché quand vous êtes parti. Il disait que vous l'aviez abandonné, que maintenant il devait s'occuper de tout seul, et il a commencé à se venger sur moi. Je lui ai demandé comment. Céline a respiré profondément avant de continuer. D'abord, c'étaient les commentaires. De petites critiques. Céline. Cette nourriture n'est pas bonne. Céline. La maison est sale. Céline. Pourquoi t'habilles-tu comme ça? J'essayais de tout faire mieux, mais ce n'était jamais assez. Et puis il a commencé avec le téléphone. Yvonne non. Coincésine. Un jour, en septembre 2015, il m'a demandé de lui donner mon portable. Il a dit qu'il devait le vérifier parce que nous dépensions trop en forfait. Je le lui ai donné. Je n'avais rien à cacher. Céline m'a raconté que Thomas a examiné chaque message, chaque appel, chaque photo. Il a trouvé des messages de ma maman qui me demandait comment j'allais. Et il s'est fâché. Il a dit que ma famille me remplissait la tête d'idées, que je n'avais pas besoin de leur parler si souvent. Il t'a rendu le téléphone? Oui, mais à une condition. Je ne pouvais l'utiliser que quand il était présent, et je devais lui donner tous mes mots de passe. J'ai senti un nœud dans l'estomac. Et tu as accepté? Elle a hoché la tête honteuse. Je pensais que c'était temporaire, qu'il était juste stressé par le mas, qu'il redeviendrait bientôt l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Mais il ne l'a pas fait. À la fin de 2015, Thomas contrôlait chaque aspect de la vie de Céline. Il me disait à quelle heure me lever, quels vêtements porter, quoi cuisiner, a-t-elle expliqué. Si quelque chose n'était pas comme il voulait, il criait, et moi, je voulais juste éviter les disputes. Il t'a frappé pendant ce temps? Pas encore, a-t-elle dit. Les coups sont venus plus tard. Elle m'a raconté qu'en janvier 2016, 2 ans après leur mariage, sa mère a appelé depuis Lyon. Céline a répondu sans réfléchir. Thomas était au champ. J'ai parlé avec ma maman pendant 10 minutes, a dit Céline. Je lui ai dit que j'allais bien, que tout était parfait. Je ne voulais pas l'inquiéter. Mais quand j'ai raccroché, j'ai vu Thomas debout à la porte. Il était rentré tôt. Ikolan is really in. Qu'est-il fait? Il m'a arraché le téléphone des mains et l'a jeté par terre. Il s'est brisé en morceaux. Et puis il m'a giflé. Céline a touché sa joue, comme si elle pouvait encore sentir cette première gifle. Il m'a dit que j'étais une menteuse, que j'avais désobéi à sa règle de ne pas parler à ma famille sans sa permission. Il m'a dit que si je recommençais, j'allais le regretter. « Et l'as-tu fait? As-tu recommencé à leur parler ?»« Je ne pouvais pas, a-t-elle murmuré. Je n'avais pas de téléphone, et Thomas ne m'emmenait jamais au village. J'étais piégée. Les mois suivants ont été un cauchemar lent. Thomas a commencé à l'isoler complètement. Ils ne sortaient plus ensemble,
Il ne recevait plus de visites. Si quelqu'un venait aux masses, Céline devait rester dans sa chambre. Une fois, le vétérinaire du village est venu vacciner le bétail, a raconté Céline. J'ai essayé de m'approcher pour le saluer. Thomas m'a tiré par le bras et m'a ramené à l'intérieur. Il m'a enfermé dans la chambre à clé. Il a dit qu'il ne pouvait pas me faire confiance. Combien de temps t'a-t-il gardé enfermé? 3 heures. Jusqu'à ce que le vétérinaire parte. En 2017, 4 ans après le mariage, Céline avait perdu contact avec tout le monde extérieur. Ses parents avaient arrêté d'appeler au téléphone de la maison parce que Thomas répondait toujours en disant qu'elle était occupée. « Ma maman m'a envoyé une lettre pour mon anniversaire », a dit Céline d'une voix brisée. Thomas l'a interceptée. Il l'a lue devant moi et puis l'a brûlée dans la cheminée. Il a dit que ma famille ne m'aimait plus, que seul lui m'aimait. « Et tu l'as cru ?»« J'ai commencé à le croire », a-t-elle admis. « Quand tu es si seul, si fatigué, tu commences à douter de tout, même de toi-même. » Les coups sont devenus plus fréquents. Au début, c'était une gifle de temps en temps, a-t-elle expliqué. Puis des poussées, puis des coups de pied. Thomas disait que c'était ma faute, que si j'étais une meilleure femme, il n'aurait pas besoin de me corriger. Personne ne s'en est rendu compte. Il n'y avait pas d'employés aux masses. Thomas les avait tous licenciés. Il disait que nous n'avions pas besoin de gens, que lui et moi pouvions tout gérer seuls. Mais en réalité, il voulait juste que moi je travaille. En 2018, Céline travaillait de l'aube à la nuit. Je me réveillais à 5 heures du matin, a-t-elle raconté. Je devais préparer le petit déjeuner, nettoyer toute la maison, laver le linge à la main parce que Thomas disait que la machine utilisait trop d'eau, m'occuper du poulailler, nourrir les animaux, préparer le déjeuner, nettoyer à nouveau, faire le dîner. Et Thomas, que faisait-il? Il supervisait, a-t-elle dit avec amertume. Il s'asseyait avec son café et son journal et me criait dessus si quelque chose n'était pas parfait. Parfois, il ne travaillait même pas au champ. Il me regardait juste souffrir. Et la nourriture? Que mangeais-tu? Les restes, a dit Céline. Thomas mangeait d'abord. Ce qui restait était pour moi. Si je me plaignais, il me punissait en me laissant sans manger pendant des jours. C'est pour ça que j'étais si maigre. C'est pour ça que je mangeais du maïs cru dans le poulailler. Parce que j'avais faim. Une faim qui avait duré des années. Le poulailler a commencé comme une punition, a expliqué Céline. La première fois, c'était en 2019. J'ai cassé une assiette par accident. Thomas s'est mis en colère furieuse. Il m'a traîné jusqu'au poulailler et m'y a enfermé toute la nuit. Toute la nuit? Oui, sans nourriture, sans eau, juste moi et les poules. Il faisait froid. Je tremblais tellement que je pensais que j'allais mourir là, mais j'ai survécu. Et après cette nuit, le poulailler est devenu ma prison habituelle. Isera Célie. Chaque fois que Thomas considérait que j'avais fait quelque chose de mal, il m'y enfermait, a-t-elle dit. Parfois pendant des heures, parfois pendant des jours entiers. Au début, je pleurais, je criais, je suppliais, mais il ne venait jamais. Alors j'ai arrêté de crier. Et comment survivais-tu là-dedans? Je buvais l'eau de l'abreuvoir des poules, a-t-elle murmuré honteuse. Et je mangeais les grains de maïs qu'on leur jetait. C'était tout ce que j'avais. Ik. Induye. J'ai senti les larmes commencer à couler sur mes joues. Céline, je suis tellement désolée. Ce n'est pas votre faute, Madame Geneviève. Si, ça l'est, ai-je dit. Je t'ai laissé ici. Je t'ai laissé avec lui. J'ai vu les signes. Et je suis partie quand même. Elle a secoué la tête. Vous ne saviez pas que ça irait aussi loin. Moi non plus, je ne le savais pas. Pourquoi n'as-tu jamais essayé de t'échapper? Ai-je demandé. J'ai essayé, a-t-elle dit. Une fois en 2020, j'ai réussi à sortir du mas pendant que Thomas dormait. J'ai marché pendant des heures jusqu'à arriver à la route principale. Un camion s'est arrêté. Le conducteur s'est proposé de m'emmener au village. Et que s'est-il passé? Thomas m'a rattrapé, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Il est venu dans sa camionnette. Il m'a fait descendre de force du camion. Il a dit au conducteur que j'avais des problèmes mentaux, que j'étais confuse, qu'il était mon mari et qu'il me ramènerait à la maison. Et le conducteur n'a rien fait. Il a cru Thomas, a-t-elle dit. Tout le monde le croit toujours. Thomas sait bien parler. Il sait convaincre les gens. Qu'a-t-il fait quand il t'a ramené? Céline n'a pas répondu immédiatement. Ses mains tremblaient. Il m'a enfermée dans le poulailler pendant une semaine complète, sans nourriture, avec très peu d'eau. Il m'a dit que si j'essayais de m'échapper à nouveau, il me tuerait, et je l'ai cru.
Après cela, Céline a arrêté d'essayer. Elle s'est résignée. Elle s'est éteinte. Elle est devenue une ombre. Les 2 dernières années ont été les pires. A-t-elle dit. Thomas me laissait à peine entrer dans la maison. Je dormais dans le poulailler la plupart des nuits. Il me donnait un morceau de pain tous les 2 jours. Il me traitait pire que les animaux. Et personne ne te cherchait? Il ne restait personne pour me chercher, a-t-elle murmuré. Ma famille pensait que je les avais abandonnés. Les voisins pensaient que j'étais partie. Thomas disait à tout le monde que j'étais retournée à Lyon avec mes parents. Personne ne savait que j'étais encore là. Personne ne me cherchait. Jusqu'à ce que vous arriviez. Quand je vous ai vu, a dit Céline avec des larmes qui coulaient. J'ai pensé que je rêvais. J'ai pensé que j'étais finalement devenue folle et que j'hallucinais. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un soit venu me chercher. J'ai pris ses mains dans les miennes. Je suis là maintenant, ai-je dit, et tu ne seras plus jamais seule. Je te le promets. Elle s'est penchée sur mon épaule et a pleuré. Elle a pleuré pour les 10 ans perdus. Elle a pleuré pour la femme qu'elle aurait pu être. Elle a pleuré pour toute la douleur qu'elle avait gardée en silence. Et j'ai pleuré avec elle. Parce que j'ai compris que mon fils ne lui avait pas seulement volé sa liberté. Il lui avait volé sa vie. Pendant que je raconte tout cela, je pense à l'endroit où tu m'écoutes. Écris le nom de ta ville dans les commentaires. 3 jours après la plainte, Maître Rousseau m'a appelé sur mon portable. Madame Moreau, j'ai besoin que vous veniez à mon cabinet. Il y a des nouvelles sur le cas. Je suis arrivée à son bureau cet après-midi-là. Céline était toujours à l'hôpital, en train de se rétablir lentement. Les médecins disaient qu'elle aurait besoin d'au moins 2 semaines de plus de soins avant de pouvoir sortir. L'avocat m'a reçu avec un geste sérieux. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » a-t-il dit, en montrant une chaise devant son bureau. Je me suis assise avec le cœur battant vite. « Que s'est-il passé ?» Le procureur a accepté toutes les charges, a-t-il expliqué. Violence conjugale aggravée, séquestration illégale et torture. Ce sont des délits graves, Madame Moreau. Votre fils pourrait faire face à entre 15 et 20 ans de prison. J'ai senti l'air m'échapper des poumons. 15 à 20 ans. Mon fils unique. Et lui? Ai-je demandé d'une voix faible. A-t-il dit quelque chose? L'avocat a hoché la tête. Il a demandé à vous parler plusieurs fois. Il continue d'appeler depuis le centre de détention. Il insiste que tout est un malentendu. Ce n'est pas un malentendu, ai-je dit fermement. J'ai vu ce qu'il a fait à Céline. Je sais, a dit l'avocat. Et les preuves sont accablantes. Le rapport médical, les photographies, votre témoignage. Mais je dois vous avertir de quelque chose, Madame Moreau. Quoi? Thomas a engagé un avocat de la défense. Un bon avocat. Et ils vont essayer de tout discréditer. Ils vont dire que Céline exagère, que vous avez des ressentiments contre votre fils, que les lésions pourraient provenir d'autre chose. Peuvent-ils faire ça? Ils peuvent essayer, a-t-il dit. C'est pourquoi nous avons besoin que Céline témoigne formellement. Son témoignage est crucial. Sans elle, le cas s'affaiblit. Elle a accepté de témoigner? L'avocat a secoué la tête. Je n'ai pas encore parlé avec elle. Je voulais vous consulter d'abord. Témoigner va être très difficile pour elle. Elle va devoir revivre tout le traumatisme devant un juge, devant des avocats qui vont la questionner, devant son propre agresseur. Thomas a le droit d'être à l'audience. J'ai fermé les yeux. J'ai imaginé Céline, encore faible, encore effrayée, devant affronter Thomas à nouveau. Je vais lui parler, ai-je dit. Mais je ne vais pas la presser. Si elle ne peut pas le faire, je comprendrai. Ce soir-là, je suis retournée à l'hôpital. Céline était assise près de la fenêtre en regardant dehors. Elle avait pris un peu de poids. Son visage ne paraissait plus si émacié. Mais ses yeux restaient tristes. « Bonjour, Céline », ai-je dit doucement. Elle s'est retournée et m'a souri. « Madame Geneviève, que c'est bon que vous soyez venue. » Je me suis assise à côté d'elle. « J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important, ai-je dit. L'avocat m'a dit qu'ils ont besoin de ton témoignage. Tu vas devoir témoigner formellement contre Thomas. » J'ai vu son visage pâlir. « Je dois le voir ?»« Oui, » ai-je dit honnêtement. « Il sera à l'audience, mais il ne pourra pas s'approcher de toi. Il y aura des gardes. Tu seras protégée. » Céline a commencé à trembler. « Je ne peux pas, Madame Geneviève. Je ne peux pas le regarder dans les yeux à nouveau. J'ai trop peur. Je sais, ma chère, et personne ne va t'obliger. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Si tu ne témoignes pas, Thomas pourrait sortir libre. Il pourrait revenir au mas. Il pourrait.
Il pourrait recommencer à te faire du mal. Elle a fermé les yeux en respirant profondément. Vous pensez que je peux le faire. Je pense que tu es plus forte que tu ne le penses, ai-je dit. Tu as survécu à 10 ans d'enfer. C'est juste un jour, quelques heures, et je serai là avec toi. Tu ne seras pas seule. Céline a gardé le silence pendant plusieurs minutes. Finalement, elle a hoché la tête. Je le ferai. Hâtée, elle murmurait. Pas pour moi. Pour toutes les femmes qui vivent la même chose et qui n'ont pas de voix. J'ai pris sa main et l'ai serrée fort. Tu es très courageuse, Céline. L'audience a été programmée pour le lundi suivant. Ce dimanche, je suis allée visiter Thomas au centre de détention. Je ne voulais pas y aller. Chaque partie de moi résistait. Mais j'avais besoin de le voir. J'avais besoin de le regarder dans les yeux une dernière fois avant le procès. La salle de visite était froide et grise. Il y avait des tables en métal vissées au sol, des chaises inconfortables et une odeur de désinfectant mélangée à la sueur. J'ai attendu pendant 20 minutes jusqu'à ce qu'il l'amène. Thomas est entré avec un uniforme beige de détenu, les mains menottées, les cheveux ébouriffés. Il avait maigri, il avait des cernes profonds. Il n'avait plus l'air de l'homme arrogant que j'avais trouvé en train de crier sur Céline devant le poulailler. Il avait l'air brisé. Il s'est assis devant moi. Il n'a pas souri. « Maman !» hâté, il dit d'une voix rauque. « Merci d'être venue. » Je n'ai pas répondu. « Je sais que tu es en colère. » Hâté, il continuait. « Je sais que tu penses que je suis un monstre. Mais j'ai besoin que tu comprennes. Les choses ne sont pas comme elles paraissent. »« Ah non !» ai-je dit froidement. « Alors explique-moi, Thomas. Explique-moi comment ta femme était enfermée dans un poulailler en train de manger du maïs cru avec des bleus partout sur le corps. » Elle exagère. Hâté, il dit rapidement. Elle a toujours été dramatique. Oui, parfois nous nous disputions. Oui, parfois je perdais patience. Mais je ne l'ai jamais torturée, maman. Jamais. Alors le rapport médicalement, les fractures à ses côtes sont imaginaires, les cicatrices dans son dos sont inventées. Thomas a baissé les yeux. C'était un accident, hâté, il murmurait. Elle est tombée, ai-je répété en sentant la colère monter dans ma gorge. Combien de fois est-elle tombée, Thomas? 10, 20, 50 fois. Tu ne comprends pas, maman. Tu ne sais pas comme ça a été difficile pour moi de gérer le mas seul. Sans ton aide, sans papa. Tout le poids sur mes épaules. Et tu as décidé de te venger sur une femme sans défense, ai-je dit. Une femme qui t'aimait. Une femme qui te faisait confiance. Je l'aimais aussi, a-t-il crié en se levant brusquement. Un garde s'est approché immédiatement. Asseyez-vous, a ordonné le garde d'une voix ferme. Thomas a obéi en respirant agité. Je l'aimais, maman, a-t-il répété à voix basse. Mais elle me faisait tellement enrager. Elle faisait toujours tout de travers. Elle me décevait toujours. Non, mon fils, ai-je dit en me levant. Celui qui déçoit, c'est toi. Moi, ton père, toi-même. Maman, s'il te plaît, demande à Céline de retirer les charges. Parle avec elle. Dis-lui que c'était un malentendu, que je vais changer. Je te le jure, je vais changer. Je ne te crois plus, Thomas, ai-je dit. Et elle non plus ne devrait te croire. Aïe pire. Décisali. Alors quoi? Tu vas me laisser pourrir ici? Tu vas payer pour ce que tu as fait, ai-je répondu. Comme n'importe quelle autre personne. Tu n'es pas spécial. Tu n'es pas au-dessus de la loi. Je suis ton fils. Je ne sais plus qui tu es, ai-je dit en marchant vers la porte. Le fils que j'ai élevé n'aurait pas été capable de faire ce que tu as fait. Maman, attends, je ne me suis pas retournée. Je suis sortie de cette salle et je n'ai pas regardé en arrière. Le lundi est arrivé trop vite. Céline et moi sommes arrivés au tribunal tôt le matin. Elle portait des vêtements simples que je lui avais achetés. Un pantalon noir, un chemisier blanc, des chaussures confortables. Elle avait les cheveux attachés en une tresse simple, sans maquillage, sans bijoux. Elle paraissait jeune, vulnérable, effrayée. « Es-tu prête ?» Lui, ai-je demandé pendant que nous attendions dehors dans le couloir. Elle a secoué la tête. « Non, mais je vais le faire quand même. » Maître Rousseau nous a trouvés dans le couloir. « La juge est prête, a-t-il dit. Céline, tu entreras en première pour témoigner. Madame Moreau, vous entrerez après comme témoin. Puis-je l'accompagner ?» ai-je demandé. Seulement jusqu'à ce qu'elle entre dans la salle. Ensuite, vous devrez attendre dehors jusqu'à votre tour. Nous avons marché vers la porte. Avant d'entrer,
Céline s'est arrêtée. Madame Geneviève, si je ne peux pas finir, si je me paralyse, tu ne vas pas te paralyser, ai-je dit fermement. Tu es plus forte que lui. Tu l'as toujours été. Elle a respiré profondément et a hoché la tête. Elle a ouvert la porte et est entrée. Je suis restée dehors, assise sur un banc en bois, priant en silence, priant pour que la justice, pour une fois, soit du bon côté. 1 heure plus tard, la porte s'est ouverte. Céline est sortie. Elle avait les yeux rouges d'avoir tant pleuré, mais elle marchait la tête haute. Comment ça s'est passé? Ai-je demandé en me levant. J'ai tout dit, a-t-elle répondu d'une voix tremblante mais ferme. J'ai dit à la juge tout ce qu'il m'a fait. Tout. Et quand Thomas a essayé de m'interrompre, quand il a essayé de dire que je mentais, la juge l'a fait taire. Elle lui a dit d'avoir du respect, de m'écouter. Et qu'a-t-il fait? Il a pleuré, a dit Céline. Pour la première fois en 10 ans, je l'ai vu pleurer. Mais je ne sais pas s'il pleurait de repentir ou de peur. Peut être les deux, ai-je dit. Maître Rousseau est sorti après elle. Madame Moreau, c'est votre tour. Je suis entrée dans la salle. La juge était une femme d'environ 55 ans, au regard sérieux mais juste. Thomas était assis à une table avec son avocat de la défense. Quand il m'a vu entrer, il a essayé de soutenir mon regard. Mais je n'ai pas détourné les yeux. J'ai témoigné pendant 40 minutes. Je leur ai raconté tout ce que j'avais vu ce samedi d'octobre. Le poulailler, le maïs cru, les cris, les bleus, les vêtements déchirés. Je leur ai raconté le conflit d'il y a 10 ans, comment je suis partie, ma culpabilité, et je leur ai raconté ma décision. Ne pas protéger mon fils de ses propres actions. Quand j'ai fini, la juge m'a remercié. Madame Moreau, a-t-elle dit, il n'y a pas beaucoup de mères avec le courage de faire ce que vous avez fait. La loi vous remercie pour votre honnêteté. Je suis sortie de la salle avec les jambes tremblantes. Céline m'attendait dehors. Elle m'a embrassé fort. Nous l'avons fait, a-t-elle murmuré. Nous l'avons fait. 2 semaines plus tard, la juge a rendu son verdict. Thomas a été déclaré coupable de toutes les charges. Violence conjugale aggravée, séquestration illégale et torture. La sentence, 10 à 8 ans de prison. 18 ans. Quand Maître Rousseau m'a donné la nouvelle par téléphone, je n'ai pas ressenti de joie. J'ai ressenti du soulagement et de la tristesse. Parce que mon fils n'était pas libre, mais il ne le méritait pas non plus. Je me demande encore si j'ai fait ce qu'il fallait en le dénonçant. Et toi, qu'aurais-tu fait à ma place? Aujourd'hui, c'est décembre à nouveau. Presque 2 ans se sont écoulés depuis que j'ai ouvert cette porte du poulailler. Presque 2 ans depuis que j'ai vu Céline manger du maïs cru. Presque 2 ans depuis que ma vie a changé pour toujours. Je suis assise dans le jardin du Mas en regardant le soleil se coucher derrière les montagnes. Céline est à mes côtés, en train de tricoter une écharpe pour l'hiver. Elle a maintenant 36 ans. Elle travaille comme infirmière à l'hôpital du village. Les patients l'adorent. Ses collègues la respectent. Elle ne marche plus la tête baissée. Elle ne tremble plus quand quelqu'un élève la voix. Elle ne s'excuse plus d'exister. « À quoi pensez-vous, Madame Geneviève ?» me demande-t-elle sans arrêter de tricoter. « À tout », je réponds. « À comment nous sommes arrivés ici. À tout ce qui s'est passé. Vous regrettez quelque chose ?» Beaucoup de choses, j'admets. D'être partie il y a 10 ans, de ne pas avoir vu les signes à temps, de ne pas t'avoir mieux protégée. Mais vous m'avez sauvée quand j'en avais le plus besoin, dit Céline. C'est ce qui compte. Et toi? Je lui demande. Regrettes-tu quelque chose? Elle réfléchit un moment. Je regrette d'avoir mis si longtemps à croire que je méritais quelque chose de mieux, répond-elle. Mais je ne regrette pas d'avoir survécu, ni d'être ici maintenant. Je souris. Tu es sage pour ton âge. La douleur te rend sage, dit-elle, bien que j'aurais préféré ne pas devoir apprendre de cette façon. La semaine dernière, Céline a signé les papiers. Le Mas est maintenant officiellement à nous deux. Moitié à moi, moitié à elle, comme il se doit. C'est plus qu'une maison, m'a-t-elle dit en signant. C'est notre témoignage qu'on peut reconstruire, qu'on peut recommencer. Et elle a raison. Ce Mas, qui fut autrefois le théâtre de tant de douleurs, est maintenant un symbole d'espoir. Nous avons transformé l'endroit où se trouvait le poulailler en un jardin de fleurs sauvages. Un jardin qui fleurit chaque printemps, comme une promesse que la vie trouve toujours un chemin pour renaître. Il y a 1 mois, Céline a rencontré quelqu'un, un médecin de l'hôpital. Il s'appelle Antoine. Il est gentil, respectueux
patient. La première fois qu'elle l'a amené à la maison, je l'ai observé attentivement. J'ai observé comment il lui parlait, comment il la traitait, comment il la regardait, et j'ai vu du respect, j'ai vu de la tendresse. J'ai vu un homme qui la voyait comme un être humain complet, pas comme une propriété. « Que pensez-vous de lui ?» m'a demandé Céline après qu'Antoine soit parti. « Je pense que tu mérites quelqu'un comme ça, » ai-je répondu. « Quelqu'un qui te valorise, qui te respecte, qui ne lèvera jamais la main ni la voix contre toi. »« J'ai peur, » a-t-elle admis. Peur de refaire confiance, de recroire. C'est normal d'avoir peur, ai-je dit. Mais ne laisse pas la peur te voler la possibilité d'être heureuse. Donne-toi la chance, et si quelque chose ne va pas, éloigne-toi. Maintenant tu sais reconnaître les signes. Elle a hoché la tête. Cette fois, ce sera différent, a-t-elle dit. Parce que moi je suis différente. De Thomas, nous savons peu. Il est toujours en prison. Il lui reste encore 16 ans. Il n'écrit plus de lettres. Il ne demande plus de visites. Son avocat dit qu'il est en thérapie constante, qu'il travaille à la bibliothèque du centre de détention, qu'il se tient éloigné des problèmes. Il dit qu'un jour il veut demander pardon en personne, m'a raconté l'avocat. Mais il sait qu'il doit le mériter. Et que peut être, il ne l'obtiendra jamais. Je ne sais pas si un jour je le pardonnerai. Peut être oui, peut être non. Mais j'ai appris que le pardon n'est pas quelque chose que je lui dois. C'est quelque chose que je me dois à moi-même, pour lâcher prise, pour guérir, pour pouvoir vraiment fermer ce chapitre, quand je serai prête, si jamais je le suis. Ce que je sais, c'est ceci. J'ai fait ce qu'il fallait. Ce n'était pas facile, ce n'était pas sans douleur, ce n'était pas sans culpabilité. Mais c'était ce qu'il fallait, parce qu'une mère qui aime vraiment son fils ne le protège pas des conséquences. Elle le laisse les affronter pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse changer, ou au moins pour qu'il ne fasse plus de mal. Et une femme qui se valorise vraiment ne permet pas que la peur la paralyse. Elle se lève, elle se reconstruit, et elle aide les autres à faire de même. Céline donne maintenant des conférences à l'hôpital, des conférences sur la violence conjugale, sur les signes d'alerte, sur comment demander de l'aide. La première fois que je l'ai entendue parler devant un groupe de femmes, j'ai pleuré. J'ai pleuré de fierté, parce que la femme que j'avais trouvée en train de manger du maïs cru dans un poulailler était maintenant debout, avec une voix ferme, disant à d'autres femmes « Vous n'êtes pas seules, ce n'est pas votre faute. Et oui, il y a une sortie. C'est ça, la vraie justice. Pas seulement enfermer l'agresseur, mais libérer la victime, lui donner une voix, lui donner du pouvoir, lui donner un futur. » Le soleil s'est complètement couché. Les étoiles commencent à apparaître dans le ciel sombre. Céline range son tricot et se lève. « Je vais préparer le dîner, » dit-elle. « Qu'aimeriez-vous manger ? » « Ce que tu veux, ma chère. » Elle entre dans la maison en sifflotant une chanson. Et je reste ici un moment de plus, à penser, à me souvenir, à remercier, parce que malgré toute la douleur, malgré toute l'obscurité, nous avons trouvé la lumière. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une seule femme à ouvrir les yeux, ça aura valu la peine. Si ma décision de ne pas protéger mon fils inspire ne serait-ce qu'une seule mère à choisir la justice plutôt que le silence, ça aura valu la peine. Si le témoignage de Céline donne de la force à ne serait-ce qu'une seule personne pour sortir de son propre poulailler, ça aura valu la peine. Parce qu'au final, c'est ça qui compte. Pas la vengeance, pas la haine, mais la guérison, la justice et le courage de dire « pas plus ». Je m'appelle Geneviève Moreau, j'ai 65 ans, et c'est mon histoire. Une histoire de douleur, mais aussi de dignité, de perte, mais aussi de renaissance. D'un fils qui s'est perdu dans l'obscurité et d'une femme qui a trouvé la lumière. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse. Et souvenez-vous, toujours, toujours, il y a une sortie. Il suffit d'être assez courageux pour la prendre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour écouter plus d'histoires de femmes qui ont transformé leur douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire comme celle-ci peut tout changer. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.